Tous, je m'appelle Natacha Stegman et j'ai eu aussi l'honneur d'organiser les 3e assises à l'EPFL en février dernier. Oui, c'était la même année. Le temps est passé très vite. Et en fait, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et sachez que les 3e assises étaient notamment consacrées aux biais dans l'intelligence artificielle et tous les contenus ont été filmés. Donc je vous invite vraiment joyeusement aussi à aller regarder les vidéos sur, non je dirais plutôt les vidéos sur YouTube, sur le YouTube de Genre Numérique. Mais du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 invités que je d'ailleurs vais laisser vous présenter vous-même. Mais du coup, donc on est là ensemble pour ce moment précieux et partagé pendant 45 minutes où chacun va se présenter pendant 5 minutes. Mais avant cela, je vous demanderai de vous présenter brièvement et ensuite vous présenterez pendant 5 minutes votre pratique inclusive. Peut-être que je vais mettre de la mousse parce que c'est pas très agréable tout le long. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est mieux. Hein. Et ensuite, on aura un moment d'échange ensemble. Puis après, peut-être une seule question par le public parce que malheureusement, le temps file. Donc, volontiers, si tu veux commencer. Oui. Donc, je me présente là. Donc, bienvenue, Lucie. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Lucie Escazin et je suis doctorante en psychologie à l'Université de Fribourg, donc juste à côté, dans l'équipe de psycholinguistique et psychologie sociale appliquée. Et donc, grosso modo, je m'intéresse au lien entre langage, sexisme, représentation de genre, et plus particulièrement à l'influence des stéréotypes de genre et du langage inclusif sur les aspirations professionnelles des jeunes. Et je vais en parler plus en détail après. Donc, je vais pas rentrer trop en détail maintenant. Et j'anime aussi assez régulièrement des ateliers sur le langage inclusif, tant dans les aspects pratiques que théoriques. Ensuite, nous poursuivons avec Léon Salan. Vas-y, te présenter. Bonjour, je m'appelle Léon. Je suis un créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis environ 5 ans maintenant. Et je fais de la formation sur les questions de genre et de sexisme dans toute une institution. Ça va des associations, à des hôpitaux, des écoles, des universités, des entreprises. Étant de former sur les questions de genre. Et enfin, Mélissa Henry. Bonjour, Mélissa Henry, je suis journaliste indépendante depuis bientôt 3 ans et je m'intéresse beaucoup aux questions d'égalité et de genre et ça passe à la fois par l'écriture que par les formats et aussi les sujets traités aussi bien au travers de tables rondes que de projets inclusifs comme la toile urbaine pour la collective par exemple, des projets avec des cadrés que la DCLI dans les yeux d'Emily qu'on a développé ensemble et des tables rondes sur les questions de genre comme par exemple l'Euro 2025. Donc c'est à travers toutes ces pratiques qu'on peut s'engager. Merci beaucoup pour ces super présentations et on se réjouit de vous entendre. Donc mon petit, si Lucie, tu me présentais un peu plus ta pratique inclusive. Oui, alors du coup, pour aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être un peu mon doctorat et un peu le situer dans une question actuelle. Donc en fait, comme je disais, mon doctorat s'intéresse à l'influence du langage inclusif et des stéréotypes de genre sur les aspirations des jeunes. Ça part de 2 constats. Déjà, le fait qu'en français, qui est une langue grammaticale genrée, on a des formes féminines et des formes masculines, et que les deux, donc, n'ont pas le même poids. En français, on pourrait utiliser le masculin, en fait, pour parler de tout le monde, mais ce masculin, c'est un peu une forme ambiguë. Dans le sens où si je vous dis les étudiants, en fait vous n'avez pas vraiment moyen de savoir de qui je parle. Ça pourrait être un groupe où il y a un seul homme et 30 femmes, ça pourrait être un groupe complètement mixte en termes de genre, donc avec des hommes, des femmes, des personnes non binaires, ça pourrait être ça pourrait être vraiment plein de choses. Et ce qui va se passer en fait pour votre cerveau, c'est que dès que vous allez rencontrer cette forme masculine, il va y avoir une ambiguïté. Et le cerveau déteste les ambiguïtés, il le vit super mal, donc très rapidement, en fait il veut trouver une solution. Et généralement, la solution qui va se passer, c'est qu'il va envisager plutôt des hommes. Donc de nouveau, si je reprends mon exemple et que je parle des étudiants, vous allez avoir une représentation mentale qui est biaisée vers le masculin. Vous allez vous imaginer plus d'hommes que de femmes, personnes non binaires. Donc ça, c'est déjà le premier constat. C'est que le masculin est ambigu et engendre une représentation mentale biaisée vers les hommes. Et donc, d'où les pratiques de langage inclusif, donc qui sont en fait des pratiques totalement diverses, qui ont pour but soit de visibiliser les femmes, soit aussi de visibiliser les personnes qui s'identifient hors des catégories binaires.
Donc voilà, donc pour lier tout ça aux aspirations professionnelles des jeunes, c'est vraiment le lien où en fait on parle souvent des métiers avec ce fameux masculin. Donc par exemple, donc, du coup, les informaticiens, tous ces métiers qui sont stéréotypés masculins, on en parle très fréquemment au masculin. Ce qui fait que pour les jeunes filles, ça peut être des fois compliqué de s'envisager dans ces rôles ou même de voir qu'elles pourraient être représentées. Donc en fait, ça contribue à maintenir cette ségrégation de genre, comme on appelle, où plus d'hommes vont dans les métiers STEM ou dans les métiers MINT que de femmes. Et pareil, tu vois, pour les métiers de la santé, où il y a plus de femmes que d'hommes. Donc voilà, ça c'était vraiment les constats. Et puis comme je vous le disais, donc ça justifie l'existence de ce langage inclusif qui peut prendre diverses formes. Et notamment, on voit dans les recherches quand on utilise des doublets, donc quand on vient visibiliser explicitement les femmes en disant par exemple les informaticiennes et les informaticiens, on augmente l'intérêt des filles pour ces métiers, on augmente aussi leur sentiment d'auto-efficacité, donc le fait d'avoir les compétences et de se sentir apte en fait à prendre en charge ses rôles. Et donc on s'est intéressé à voir comment on pouvait, via le langage inclusif, mais aussi via les stéréotypes, encourager peut-être les adolescentes et adolescents à avoir des aspirations qui sont plus ouvertes. Maintenant, je parle de stéréotypes depuis le début, sans avoir vraiment explicité ce que c'est, mais en fait, c'est parce que ça reprend tout ce qu'on a discuté ce matin. Donc, c'est vraiment ces croyances partagées qu'on a, que les hommes sont plus aptes à faire certaines choses, que les femmes sont plus aptes à faire d'autres choses. Et donc, c'est véhiculé via le langage, donc que ce soit la forme grammaticale ou les mots qu'on associe constamment à certains rôles, ou même les représentations visuelles, comme on vient de le voir avant avec les exemples du sport et autres, qui font que parfois on n'envisage pas certains genres dans certains rôles, pour le dire de manière très large. Et je pense que je vais m'arrêter ici, parce que j'ai déjà tellement parlé. Léo, tu veux prendre... Et si jamais tu peux utiliser le micro qui est juste là-bas, parce que... Léon a les slides. Ok, je savais pas si ça allait marcher avec les 5, donc je suis très content. Vous m'entendez bien? Ok. Ici, vous avez moi aujourd'hui devant vous. Mais il y a quelques temps, je ressemblais plus à ça. À ça, encore à ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à être qui je suis aujourd'hui? Et je suis pas ici pour vous raconter ma transition, parce que c'est pas le sujet, mais sachez qu'il y a eu beaucoup d'obstacles pour moi avant d'arriver à qui je suis aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à découvrir que les personnes trans existaient. Moi, j'ai grandi au Mont-sur-Lausanne. Je sais pas si vous connaissez le Mont-sur-Lausanne, mais c'est un petit bled. À 14 ans, je découvre aimer les filles, donc ça voulait dire lesbienne, et pas d'autres termes qui existaient à cette époque pour moi. Les réseaux sociaux m'ont permis de comprendre que c'était possible en fait de faire autrement, et ce que je ressentais chez moi, bah, ça pouvait avoir une certaine forme. Attention, les réseaux sociaux ne m'ont pas rendu trans, d'accord? On n'est pas là. J'étais trans avant, mais en fait, c'est grâce à cette visibilité-là que j'ai pu avoir une représentation et comprendre ce qui m'arrivait. Petit aparté très important. Donc, pourquoi je parle des réseaux sociaux? Parce qu'en fait, vraiment, ma transition avec les réseaux sociaux, ça a été le début de toute ma pratique inclusive professionnelle qui est en route aujourd'hui. J'ai un seul motto que j'applique pour absolument tout, c'est l'acceptation passe par l'éducation. D'accord? Et j'ai compris que j'allais faire tout ce que je pouvais faire pour éduquer le plus de personnes à travers différents médiums. Pas tous les médiums touchent les mêmes personnes. Être influenceur ou créateur de contenu, c'est un médium qui permet de toucher énormément de monde, alors d'une façon différente que si je vous parle comme ça devant vous, mais ça permet de vraiment toucher le plus de gens possible. J'ai une approche ici qui est différente de la plupart des personnes trans sur les réseaux, c'est que quand j'ai compris que j'étais transgenre, les représentations que j'avais, même sur les réseaux, étaient assez négatives. Et parce qu'en fait, oui, c'est compliqué de transitionner, etc. Et je me suis dit, il y a vraiment un problème parce que moi, à la base, je voulais pas être transgenre. Pourquoi? Parce que l'image que j'avais était tellement négative qu'il fallait... Enfin, j'avais pas envie de vivre une vie comme ça, en fait. Parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Mes réseaux, je suis vraiment en mode positif. J'essaie de montrer le côté positif de la transition. Une bonne représentation, c'est aussi une représentation positive. Deuxième médium sur lequel j'éduque, c'est des formations. Des formations que je donne dans, là vous voyez, toutes les différentes parties dans lesquelles j'interviens. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai une approche qui est très personnelle. Encore une fois, je viens du Mont-sur-Lausanne, c'est un milieu assez de droite. Et ma famille est vraiment, c'est des gens qui sont quand même bien à droite, je dirais, sur le chic et politique. Mais par contre, si vous leur parlez des questions trans, bizarrement, ils sont super ouverts d'esprit. Ce qui clash un peu avec le reste du discours. Et je me suis dit,
dit, mais c'est quand même bizarre, en fait. Et ils sont aussi beaux d'esprit, pourquoi? Parce que je suis leur fils. Et ils ont une attache émotionnelle à moi. Donc ils peuvent pas commencer à dire des dingues qu'ils transmettent parce que leur fils, c'est leur fils, quoi. Et je me suis dit que bon, il faut que j'applique ça à une plus grande échelle. Et en fait, ce que je fais, c'est que du coup, je me rends compte que dès que les personnes connaissent personnellement une personne trans, elles vont avoir une vision plus positive. Le but pour moi, c'est que augmenter le nombre de personnes qui connaissent une personne trans. Parce qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a environ 24% de la population qui connaît une personne trans. Mes formations, c'est plus un témoignage où, en fait, je parle de ma vie, j'éduque à travers mon expérience de vie et je me rends vulnérable. Et en fait, les personnes en face de moi, elles se sentent tout d'un coup touchées par ce que je raconte. Alors qu'en fait, par derrière, je suis en train de les éduquer, mais elles s'en rendent même pas compte. Donc, je passe vraiment par la création d'empathie, en fait. Et j'ai réussi à faire changer d'avis des personnes que je pensais vraiment qu'elles n'allaient jamais changer d'avis. Ça, c'est un exemple d'une des slides des formations que je donne, juste pour que vous vous rendez compte un petit peu du contenu. En fait, je vais vraiment, là, vous voyez, il y a des photos qui sont très personnelles. Et en fait, par-dessus, il y a vraiment une éducation sur comment est-ce qu'on réagit en coming out quand tu es une personne trans qui sont coming out en entreprise ou etc., etc. Donc vraiment lier le personnel à l'éducation. Troisième médium sur lequel j'éduque, c'était un livre qui s'appelle D'un monde à l'autre que j'ai sorti l'année passée. Non, cette année, ouais, 2025. Et dans ce livre, c'est de nouveau la même approche où en fait c'est tout le long, je raconte ma vie. J'aime bien raconter ma vie apparemment. Je raconte ma vie et en fait je fais des petits apartés de théorie. Donc en fait je vais raconter une histoire et le livre, je vais vous spoiler, désolé. Il commence avec un événement de ma vie où je dis voilà j'ai vécu ça et en fait je dis c'est pas parce que j'ai vécu ça que je suis trans et j'explique ensuite pourquoi. Voilà, merci beaucoup. Et volontiers, nous poursuivons avec toi, Mélissa. Oui, donc on l'a pas mal vu ce matin au niveau des médias. On tend vers plus d'égalité, mais c'est pas du tout encore ça. Par exemple, selon le Global Media Monitoring Project de 2020, qui se passe sur une large étude de son pays, c'est 24% à l'échelle mondiale, mais à l'échelle suisse, c'est 28% des personnes citées dans les médias sont des femmes, donc c'est encore très peu. Et puis, du coup, ça crée vraiment un double déséquilibre dans la représentation des femmes qui apparaissent davantage comme témoins, victimes. Elles sont moins souvent expertes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et ben déjà, c'est en tant que journaliste, aller un petit peu insister pour avoir des femmes, des témoignages de femmes expertes. Même si elles renvoient vers des homologues masculins, parfois, il faut un peu insister, puis les mettre en confiance aussi, c'est important. Parce que, comme on l'a vu aussi ce matin, souvent elles se sentent pas assez légitimes pour parler alors qu'elles le sont très bien, parfois plus que leurs homologues masculins qui sont moins calés sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est vraiment... c'est un premier pas. Après, il y a aussi dans le traitement médiatique, faire attention à tout ce qui est biais de genre et puis à valoriser certains rôles au niveau professionnel notamment. Et toujours mentionner la famille ou le physique, décadrer. On parle très bien dans ces rapports. Ça, c'est très important au niveau de la représentation des femmes. Et après, il y a aussi dans le traitement des violences sexuelles et sexistes, où c'est très important d'employer les bons termes et de pas faire dans le sensationnalisme, de plus parler de cris passionnels par exemple. Je sais pas, je pense que vous avez tous en tête que le meurtre de Marie Trintignant, si la presse avait traité ça autrement à l'époque, il y aurait toute autre vision. Et je pense que le terme de féminicide serait apparu un peu plus tôt. Ça passe par tous ces outils-là finalement, et c'est, je pense, aux journalistes de miser sur ces outils et aussi de prendre la parole en public à travers des tables rondes sur ces thématiques. Et puis voilà, je pense que les médias ont clairement le rôle à jouer. C'est quand même un outil démocratique très important. Donc voilà, et aussi les citoyens et les citoyennes peuvent agir aussi avec ces outils-là, et puis à travers des échanges plus démocratiques, quoi. Merci beaucoup. On peut applaudir. On a applaudi.
Et puis, en fait, j'ai une question pour toi, Mélissa, dans la continuité de ce que tu disais, toi, Déon, avec le fait que tu éduques par le biais de ton témoignage, et du coup, c'est une forme d'éducation aussi par par l'exemple, donc on mettra un role model. Est-ce que toi, Mélissa, dans ta pratique de ton métier de journaliste, est-ce que tu as l'impression de le faire, ou est-ce que c'est une autre dynamique qui s'est installée, parce que j'aimerais surtout savoir quel a été ton déclic de passer peut-être que tu n'es pas passé, mais peut-être, voilà, une pratique inclusive à une pratique qui n'était pas forcément inclusive et plus classique du journalisme. J'ai l'impression que ça s'est fait un peu naturellement et progressivement dans la prise de conscience. Mais je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à ces questions, en fait, on voit les inégalités et les biais de genre partout. En fait, c'est comme si on nous enlevait des œillères, quoi. Et je pense que ça passe aussi par justement le traitement et les sujets, le choix des sujets. En fait, on reproche à pas mal de journalistes, je pense par exemple à Salomé Saki, d'être trop militante ou engagée. Mais en fait, on me dit souvent que les journalistes sont censés être neutres, mais en fait, on reste des humains. Dans tous les choix qu'on fait, c'est des choix personnels et qui sont liés à notre expérience, à nos valeurs. Et du coup, forcément, c'est pas totalement mieux, entre guillemets. Et c'est à travers ça aussi, on peut montrer des parcours de vie et puis les présenter de manière la plus objective, mais aussi la plus juste possible. On a aussi à pas des vérités absolues, mais en tout cas, de sensibiliser, informer un maximum sur ces questions-là. Moi, j'aurais une question pour toi, Lucie. Quand on parle beaucoup de langage inclusif, j'ai l'impression que c'est moins la mode en ce moment. Pour travailler sur le langage inclusif à l'EPFL, d'ailleurs, on a développé des capsules. J'arrête pas de faire de la pub, n'est-ce pas? Et on a développé des capsules avec Pascal Guigax. Elles sont disponibles donc, sur le site de l'EPFL. Et du coup, on a un peu cet aspect aussi que le langage inclusif, c'est quelque chose de woke, c'est quelque chose de militant, alors qu'il y a quand même un fondement scientifique et des recherches scientifiques qui sont très ancrées déjà depuis les années 50. Qu'est-ce que tu pourrais aussi nous parler comme toujours dans cette question de déclic, pourquoi est-ce que tu as choisi ce terrain-là et pas forcément un autre domaine de la psychologie sociale? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça cristallise peut-être un petit peu moins actuellement le langage inclusif. Et aussi que c'est une pratique qui vient de plus en plus institutionnalisée, comme on parle avec donc ces capsules de langage inclusif. Moi, personnellement, le déclic, je pense que comme toi, j'ai eu très progressivement dans la fin de mon adolescence et mon début d'âge adulte, en fait, en étant une femme cis, queer dans l'espace public, on se rend quand même facilement compte de certains problèmes. Et en plus, après, en psycho, du coup, on a appris les stéréotypes, tout ça, j'ai vraiment eu un peu cet déclic-là. Donc, je voulais de toute façon aller en psychosocial et travailler sur le genre. C'était sûr pour moi. Et en fait, le langage inclusif est venu de manière assez naturelle parce que justement, c'est quand même un vecteur d'énormes biais. Comme tu disais, avec les études en fait qui sont déjà assez vieilles maintenant. Le langage, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique tous les jours. Que ce soit quand on écrit ou quand on parle, on a tout le temps le langage avec nous et on véhicule des biais avec. Et donc, en fait, ça fait aussi du langage une porte d'entrée très facile à saisir si jamais on veut faire un changement dans les représentations mentales des gens. Et puis, peut-être pour citer une des études, si ça peut être MAMA, parce que ça vient aussi avec la question de éduquer pour permettre aux personnes d'accepter. Comme je disais, j'anime régulièrement des ateliers. Et notre but, donc avec Pascal Guigax, c'est toujours de recentrer le débat autour des preuves scientifiques, en fait, pour pas que les gens pensent que c'est juste une question d'opinion et qu'on est juste woke et puis on a envie de mettre des francs métiers partout. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment des évidences scientifiques derrière. Il y a notamment une expérience très connue où on montrait à des participantes et participants une première phrase dans laquelle il y avait un masculin. Donc ça pouvait être par exemple « Les musiciens sont sentis de la cafétéria ». Et ensuite, on leur présentait une autre phrase qui contenait le petit bout « une des femmes ». Donc par exemple, « Les musiciens sont sortis de la cafétéria », une des femmes avait un parapluie. Et on demande aux participantes et participants si la deuxième phrase peut être une suite logique de la première. La réponse, c'est oui, dans les musiciens, il peut totalement y avoir des femmes. Mais en fait, quand on demande ça aux gens,
les gens de la BAN à répondre oui. Parce qu'en ayant entendu les musiciens, les personnes se sont du coup imaginées des hommes, et donc c'est plus compliqué de dire ah oui, en fait, dans les musiciens, il peut aussi y avoir des femmes. Et ça marche avec des stéréotypes neutres comme musiciens, mais ça marche aussi avec mécaniciens, avec l'esthéticien, juste de manière globale, lorsqu'on présente en masculin, des personnes ont de la peine à se représenter une femme. Et donc là, on voit déjà à quel point le langage véhicule toutes ces représentations, peut être un outil réellement pour remonter l'inclusivité, et à quel point en fait c'est fort de pouvoir présenter ces preuves scientifiques et de justement pas centrer le débat autour de quelque chose de mots. Oui, oui, vas-y. Enfin, juste rapidement, si je peux réagir, c'est que dans les médias, en tout cas dans la presse, notamment écrite, mais aussi à la télévision, c'est plus compliqué de faire accepter, entre guillemets, l'écriture inclusive. Justement, ça crée des grosses réticences, et je pense qu'un des outils qui est possible dans ce cas-là, c'est vraiment d'utiliser l'écriture épicène et de parler de personnes, essayer le plus possible, par exemple, des membres d'un orchestre, essayer le plus possible d'inclure femmes et hommes dans un même mot, et ça demande une certaine gymnastique mentale, mais après on prend vite l'habitude, et ça permet aussi aux gens de mieux se représenter, même si évidemment le fait de citer les musiciens et les musiciens c'est mieux, et puis ça souligne aussi qu'il y a des femmes, mais je pense que c'est un peu un entre-deux qui est souvent pratique à l'utiliser en presse écrite, et qui permet de sensibiliser aussi. Si je peux juste dire sur ça rapidement, en fait, pas là quand on parle de langage inclusif, alors déjà souvent on s'imagine que c'est le point médian, alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est toute une technique de stratégie qu'on peut mettre en place et qui ne sont pas mutuellement exclusives. Donc dans un sens, on n'a pas besoin d'en choisir une et d'écrire que celle-là dans tout son article. Et dans toutes ces différentes stratégies qu'on peut utiliser, elles ont quand même des implications différentes. Donc c'est aussi se demander en fait à qui est-ce qu'on s'adresse et quel est notre but. Donc ça peut être dans certains cas de visibiliser les femmes, parce que dans ce cas-là c'est hyper important de dire qu'en fait il y avait aussi des femmes informaticiennes à ce moment-là. Ou parfois, c'est juste en fait de dégenrer le texte, parce que c'est pas toujours une information importante de laquelle on a besoin. Et ça permet aussi de sortir d'une logique binaire où on dirait tout le temps les femmes et les hommes, et puis d'avoir du coup des reformulations qui sont du coup plus inclusives aussi en termes de genre. Donc par exemple, comme tu disais, de reformuler par le groupe en parlant de l'orchestre ou du corps estudiantin, ça permet aussi de sortir de cette binarité, de pas rajouter des mots, comme on dit souvent que ça peut rendre le texte un petit peu lourd, de pas mettre de point médian, mais quand même d'avoir une pratique langagière qui est inclusive. Et c'est pour ça qu'en fait, de revenir à cette question de la formation, je vous rejoins totalement sur le fait que c'est hyper important, parce qu'une fois qu'on a connaissance de toutes ces stratégies, on peut se les approprier, les utiliser au moment où c'est opportun ou pas opportun, selon son public, selon ce qu'on veut véhiculer. Puis il y a moins de réticence aussi derrière. Oui, ça crispe moins de dire le comme de temps pour mettre. Je voulais revenir vers toi, Léo. Et en fait, donc Mélissa et Lucie ont un peu, voilà, c'est une posture plutôt professionnelle. Et toi, en fait, c'est vraiment une question d'identité, mais que tu as transformé en posture aussi professionnelle. Donc, quel a été ton déclic, et est-ce que c'est pas aussi une forme de, j'ai envie de dire, sacrifice? Parce que j'imagine que ça vient aussi avec certaines formes de violence, puisque tu es out auprès de tout le monde, et que tu aurais aussi pu choisir de ne pas le faire. Mais j'ai l'impression que tu es quand même une voix assez importante, que ce soit en Suisse romande, mais aussi en France, en fait, de plus en plus, et dans le monde francophone. En fait, la raison, elle est un peu défluente, c'est que j'ai pas trop eu le choix. Donc en fait, quand j'ai terminé mon master en journalisme et communication digitale à l'Université de Genève, j'étais déjà très visible sur les réseaux sociaux, j'avais, je pense, 40 000 abonnés ou juste comme ça. Et en fait, j'ai postulé à beaucoup d'offres de travail, et à chaque fois que j'avais un entretien, je m'y plains, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui voulaient me rencontrer, j'allais sur place, et en fait, les entreprises ne m'engageaient pas à me poser des questions sur ma transition. Et j'ai pas trouvé de job. Genre, pendant un moment, j'ai pas trouvé de job, je cherchais. Et en fait, à chaque fois que j'avais un entretien, les questions, c'était, par exemple, les questions de l'EU, c'était, est-ce que tu as fait l'opération, quel est ton prénom avant, enfin, toutes les questions qu'on pose pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement impossible pour moi de trouver un job qu'il fallait que je me crée mon propre job.
Et c'est pour ça que j'ai créé l'association Savin. Maintenant, je vais dans les entreprises et j'ai vu que ça se passe plus comme ça. Voilà. Et pour ce qui est de la visibilité, bah, en fait, vu que j'avais déjà cette visibilité sur Insta, je me suis dit, ah, c'est un peu trop tard, autant y aller à fond, quoi. Et oui, des fois, je me sens un peu, j'ai l'impression d'avoir un peu donné mon corps à la science et je suis un peu en mode, trop tard. Et il n'y a pas de retour en arrière, et il y a des fois où c'est compliqué, mais j'ai l'impression que l'effet que ça a, il est tellement bien, je me sens tellement bien avec cet effet-là, que ça surpasse les côtés négatifs. J'adore cette réponse. Mais ça, je voulais revenir vers toi pour un peu lancer aussi cette question de qu'est-ce qui est au final enrichissant dans ces pratiques inclusives professionnelles, en tout cas dans ta profession? Moi, je pense que les journalistes, ils ont clairement leur rôle à jouer au niveau démocratique. Alors, je trouve ça très enrichissant de d'être engagé en fait et puis de pas lâcher. Ça, c'est super important. Et justement, il y a tellement de réfractaires, de critiques, notamment dans les médias. Il y a plein de journalistes qui sont complètement fermés à l'écriture épicène et inclusive ou à traiter différemment les violences sexuelles et sexistes. Il faut vraiment que ça vienne de plus haut, je pense. Mais pour l'instant, c'est plus, j'ai l'impression, des initiatives un peu plus individuelles. Mais heureusement, il y a quand même du collectif qui se mêle à ça et qui fait bouger les choses, autant au niveau de la Suisse qu'au niveau européen. Mais ça prend du temps, quoi. Et ce qui est vraiment enrichissant, ouais, c'est de voir quand même qu'il y a des choses qui bougent. On voit il y a encore trop d'articles qui sont très problématiques, mais on voit quand même qu'il y a une évolution dans le traitement des violences sexistes et sexuelles, rien que le fait qu'on parle de féminicide et aussi qu'on parle plus de crimes passionnels. Voilà, il y a encore plein d'articles problématiques, mais ça va quand même faire un impact positif. Et dans la continuité, Léon, toi qui as aussi étudié les médias, etc., est-ce que tu as l'impression que parfois, dans ton travail sur les réseaux sociaux surtout, tu te substitues à du travail de médias qui, justement, où il n'a pas ta voix qui est forcément représentée, bien sûr. On sait que tu avais été invité à plusieurs reprises, mais c'est de loin pas suffisant parce que parfois tu es la seule personne invitée. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette situation? Alors, quand j'ai commencé mon compte Instagram, au bout d'une année ou 2 ans, je me suis dit, mais là, on devrait payer pour ce que je suis en train de faire. C'est pas arrivé. Mais j'ai l'impression de vraiment fournir un service public, en fait, sur l'éducation. Parce qu'en fait, personne parlait des personnes trans quand j'ai commencé. Et si on en parlait, c'était toujours de façon négative. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les médias, ils mettent en avant des côtés très négatifs de la transition. Par exemple, ils adorent parler de la transition. C'est vraiment super important apparemment de parler des gens qui regrettent la transition. Et en fait, le problème, c'est quand c'est des médias traditionnels, c'est qu'ils vont à parler de eux. Vous savez, c'est eux, les autres, comment est-ce qu'ils font, eux. Les réseaux sociaux, malgré le problème que ça a, évidemment, c'est quand même un moyen pour nous de parler en nous, en jeunes. Et ça change complètement le discours, en fait. Et c'est pour ça que je trouve hyper important toutes les discriminations, de toujours inviter les personnes, donc donner la parole aux personnes concernées, ça c'est la base. Mais sauf que les médias, pour les questions trans, vous avez suivi ce qui s'est passé quand les histoires allaient passer avec Trump, etc. En fait, on devient un élément politique. Moi, je suis plus une personne, je suis un débat. Et ça, c'est aussi problématique. Je suis un humain, pas juste un sujet de débat à vos tables le dimanche soir. Et en fait, les politiciens, ils ont vraiment pris cet enjeu c'est un enjeu qui vraiment divise, en fait. C'était pour ou contre. Et les médias, ils pensent pas, en fait, que ça a un impact sur nos vies. C'est pour ça que j'ai l'impression que oui, les réseaux sociaux, ça m'a donné une plateforme pour pouvoir vraiment parler des personnes trans, parler de moi, et donner une autre image. Et c'est très rare les médias qui le font bien. Désolé s'il y a des gagnants dans la salle. Et puis, pardon, ça. Je rebondis juste ce que tu dis au niveau de l'actualité aussi. J'ai vu qu'il y avait Hailey Bieber qui avait réagi dans une interview. On lui demandait on vous considère, je sais pas simplement dire ça, mais on a dit que c'était une femme trans, ou qu'elle ressemblait à une femme trans, et elle a dit mais c'est pas du tout une insulte en fait quoi. Et du coup elle rend ça tellement positif que j'ai trouvé ça super beau, et puis c'est dommage que ça n'a pas été plus partagé que ça. Et après aussi dans l'actualité, il y a aussi Brigitte Macron, voilà, je sais pas si qui veulent réagir à ça, mais c'est tellement... En fait, cette histoire avec Brigitte Macron, elle nous
pour moi, c'est horrible. Parce qu'en fait, elle passe des années à justifier que surtout pas, elle est pas trans, parce que ce serait horrible d'être trans. Et en fait, pour nous, ça fait vraiment, vous imaginez, c'est les gens qui se donnent tellement de pas être ce que je suis. Donc, et les médias, bah, ils en parlent énormément, c'est mis en avant, pauvre Brigitte, non mais, s'il te plaît. Je voulais peut-être revenir sur une thématique je n'ai pas forcément encore parlé, mais j'ai l'impression qu'on l'insinue un peu. C'est que depuis ces derniers mois, et peut-être depuis la dernière année, depuis aussi l'élection de Trump aux États-Unis, mais ça a fait vraiment une vague aussi en Suisse et puis en Europe. En fait, souvent, on a l'impression qu'on oppose des faits scientifiques à des opinions et un peu à égalité comme ça. Et ma question pour toi, Lucie, c'est comment est-ce qu'on peut justement prendre tout ce savoir académique et le faire sortir des universités pour l'insérer dans le débat public, dans les sphères publiques? Parce que là, en fait, il y a vraiment ce côté où il y a presque de moins en moins, on va dire presque plus de moins, là, les journalistes qui vont fact-checker des choses qui se disent sur des plateaux, et du coup, enfin, dès qu'il n'y a plus aucune nuance, il n'y a plus aucun travail scientifique et même de rigueur scientifique ou d'esprit critique qui est apporté sur la table, en tout cas de moins en moins, on va dire. J'ai pas dit ce que je voulais dire. Et puis, donc, qu'est-ce que tu penses de ça, Lucie? Alors, je suis pas sûre d'avoir une solution toute prête à vous donner par rapport à ça, mais sûrement que ça doit être de l'ordre en fait des deux côtés, quoi. Les chercheuses et les chercheurs, selon moi, devraient faire leur possible pour justement intervenir dans des tables rondes, aller des formations et visibiliser, à la fois visibiliser et vulgariser en fait leurs résultats scientifiques qui sont parfois un peu ardus. Je crois qu'on vient pas souvent à lire un article scientifique le dimanche soir et c'est totalement normal. Mais essayer de rendre ça un peu vivant et surtout de l'inclure dans le débat actuel, de se renseigner toujours sur ce qui se passe dans l'actualité et d'insérer en fait ces recherches dedans. Et donc la contrepartie de ça devrait être aussi que les médias, peut-être devraient inviter de plus en plus de chercheuses et de chercheurs pour venir parler et amener des faits scientifiques en fait sur ce qui est débattu. Après, c'est vrai, par rapport à l'opposition opinion versus science, c'est toujours assez intéressant parce que ça revient aussi à la question de la neutralité journalistique ou de la neutralité scientifique. On reste quand même des êtres humains qui ont choisi de s'intéresser à un certain domaine pour certaines raisons. Ça enlève pas du tout la rigueur et l'objectivité scientifique, ça, il faut vraiment le laisser. Mais voilà, on reste quand même face à des humains. Et je pense aussi, en fait, pour refaire le lien aussi avec toi, Léon, que les témoignages des personnes concernées sont hyper importants et que donc oui, inviter des chercheuses et des chercheurs, c'est génial pour parler des sciences, des résultats, et c'est super important. Mais c'est aussi assez important de donner la visibilité et la parole aux personnes qui sont concernées par les sujets et pas les invisibiliser en contrepartie. Mais dans tous les cas, je pense que cette dynamique de redonner en fait au terrain, redonner à la vie nos résultats de recherche, de les réinformer après dans nos pratiques est hyper important. Léon, moi j'ai une question pour toi aussi parce que tu es un peu à la croisée entre du savoir scientifique, de l'expérience personnelle, mais aussi une visibilité journalistique, on va dire. Enfin, je pense que c'est une forme de visibilité journalistique ce que tu fais. Et du coup, pour toi, quelles seraient un peu les pistes pour créer une sorte de culture inclusive dans les médias? Ou bien est-ce que ça existe déjà, cette culture inclusive dans les médias? Alors, comme CD, c'est très départementé. T'as des médias qui sont connus pour être justement faisant partie prenante de cette culture inclusive. Je pense à XY Media, qui est un nom média français qui est écrit et proposé par des personnes trans, etc. Moi, je pense que les médias traditionnels, si je pense par la RTS ou comme ça, il faut former. Mais moi, je pense que à la formation en fait. Et moi, j'ai fait mon travail de mémoire, c'était sur le traitement médiatique suisse des transitions. Et j'ai créé un guide de bientraitance médiatique pour les personnes trans. Mais le problème, c'est que il faut que les gens se sentent impliqués, les journalistes. Et la plupart c'est une affaire personnelle. La plupart des journalistes ne sont pas touchés par cette thématique et ils se disent, c'est pas très important. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien aller les rencontrer, essayer de les toucher et de faire en sorte que, parce qu'on sait très bien que les médias, ils ont un rôle d'éducation. Et en fait, le public va s'éduquer via les médias. Donc, si les personnes qui créent ces contenus, elles propagent des informations négatives à propos des personnes trans, ou des femmes, ou des minorités, son impact est énorme. Pour moi, il faut aller à la source et éduquer là. Et toi, Mélissa, quel est ton avis par rapport à cette thématique?
Moi, je rebondis aussi sur ce que tu dis dans le sens où il y a quand même des guides et des guides de bonne pratique, des formations qui sont proposées. Mais effectivement, il faut que les rédactions s'en saisissent. Je pense par exemple au guide roman pour un traitement médiatiquement sexiste décadré. Il y a aussi les recommandations du Conseil suisse de la presse. Donc c'est le conseil indépendant d'autorégulation des médias et qui dit que, notamment, enfin, je vais pour résumer, mais qu'en gros, faut pas discriminer qui que ce soit, en fait. Et en fait, ça part de là et ça fait partie de la déontologie journalistique, en fait, de bien traiter justement toutes les personnes. Euh, et tu avais une question par rapport à ça, mais... Je suis très incapable de m'en rappeler de toute façon. Mais je pense aussi, juste pour faire le lien entre la science et les témoignages finalement, je me demande s'il n'y a pas aussi, si l'IA n'a pas un rôle à jouer. Je sais il y a pas mal de biais dans l'IA, mais je me demande si dans quelques années, les IA ne pourraient pas tout simplement corriger des faits ou des chiffres qui sont mentionnés à la télévision, à la radio, dans tous les médias finalement. Notamment, tu parlais du regret ou de la déconversion. Et puisque les chiffres sont infimes du taux de regret. Et justement, informer les gens là-dessus et pas laisser des personnes dire n'importe quoi dans les médias et que ce soit corrigé tout de suite, en fait. Mais ça, je te laisse peut-être répondre parce que je imagine que tu sais aussi certains chiffres, la manière de récolter les chiffres, c'est aussi très biaisé en fait, parce que quelle question on pose pour avoir quelle forme de chiffre, ça va possibiliser, et surtout avec l'intelligence artificielle, il y a pas tous les modèles qui sont open aussi, open source, donc il y a plein de problématiques, et ça, il faut regarder les vidéos, n'est-ce pas? Mais ici, je te laisse volontiers répondre par rapport à peut-être cette idée de l'intelligence artificielle qui pourrait corriger certaines choses. Je vais essayer d'avoir un point de vue pas trop pessimiste parce que c'est vrai que dans tous les cas, on va devoir apprendre à vivre avec les IA. Mais pour l'instant, en l'état, je serais assez réticente à les laisser trop s'insérer dans les débats. Juste parce qu'en fait, c'est pas comme tu l'as dit, c'est obscur en fait ce qui se passe derrière dans leur modèle de langage. Et surtout, on sait que c'est majoritairement codé par les mêmes personnes qui ont codé les réseaux sociaux comme on discutait avant dans l'intervention de Romy Diallo, mais donc par ces milliardaires qui sont pleins de biais, pas forcément en ligne avec nos intentions, on va dire. Et pour l'instant, du coup, c'est assez flou. Et on sait que les IA reproduisent beaucoup de stéréotypes de genre et de violence. Donc ça, pour l'instant, j'aurais un peu peur de les laisser trop s'installer. Après, comme tout pas très vite dans ce milieu, est-ce que d'un coup, très rapidement, on aura une IA qui est plus neutre, qui a été codée par des personnes qui nous ressemblent, qui peuvent donner une visibilité et puis des chiffres un peu déjà plus sourcés et puis plus fiables. Franchement, peut-être, j'aimerais vraiment avoir de l'espoir là-dedans. C'est vrai que là, actuellement, vu comment elles sont codées, vu comment elles fonctionnent, elles reproduisent tellement de biais qu'en fait, il faut plutôt, j'ai l'impression, s'en méfier que s'y fier. Et pour moi, ça revient aussi de nouveau à cette question de former en fait, les journalistes. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'aurais plus d'espoir dans le fait de pouvoir former les humains à divulguer en fait des choses qui peuvent être nocives pour la société et à être un peu plus inclusif finalement que dans les IA. Mais c'est juste une question pessimiste. Mais ça, je te laisse réagir très brièvement, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, les journalistes ont clairement leur rôle à jouer. Et des fois, je me dis que les débats vont tellement vite que juste afficher à l'écran, tu vois, les corrections et du chiffre et le sourcer, ça, ce serait déjà très précieux. Mais évidemment qu'il y a le rôle de modération aussi qui est très important. Mais il faut pas tout miser sur l'IA. L'humain reste évidemment à mettre en avant, voilà. Mais je me demande s'il n'y a pas un modèle un peu hybride à trouver pas. Ça. Bon, si je... Oui, vas-y. Je crois même dans tous les cas, en fait, il va falloir que trouve un moyen de gérer ces IA, que ce soit déjà sourcé, qui peut en plus en fait nos alliés, qui dans pour la question des chiffres, en fait, de voir aussi quels chiffres c'est de source. Peut-être de restreindre à uniquement les recherches scientifiques et pas Wikipédia et tout, Google, enfin, à avoir une chose en tout cas, qu'on prenne ça
On est déjà à la fin de cet échange. Pour terminer, je voudrais vous demander en quelques secondes, n'est-ce pas, mais ne parlez pas trop vite parce qu'il y a aussi les services d'interprétariat. Donc, en gros, j'adore, en quelques secondes, comment est-ce que, enfin, quelles seraient un peu vos pistes pour diriger, enfin, d'encourager en fait les personnes à aller vers parce que vous avez toutes et tous fait un choix une fois à un moment dans votre vie. Comment encourager les gens à le faire aussi, parce que justement il y a cette posture et j'adore. Je retiendrai surtout ça, c'est qu'on peut aussi éduquer les gens qui, au lieu de passer du temps à éduquer les IA, j'adore et ce mot. Donc, Bitte, je hausse meine Hose. Déjà, je pense que tout le monde a le pouvoir de s'informer et malheureusement, bien s'informer, c'est pas donné à tout le monde, surtout, si c'est offert à tout le monde, mais tout le monde ne le fait pas, notamment avec les réseaux sociaux. Et je pense que la défense vis-à-vis des médias, elle dessert vraiment tout ça et toute cette sensibilisation et cette information. Mais je pense que c'est vraiment, tout le monde a ce rôle-là à jouer, de bien s'informer et puis de contribuer à un monde meilleur. Enfin, c'est bateau, mais voilà, si chacun y met de sa petite graine, le bout de demain sera un peu plus équitable, un peu plus juste peut-être. Et toi, Léon, merci. Moi, j'ai envie de dire, en mode courage, s'il vous plaît. Parce que, en fait, s'éduquer sur ce genre de pratiques ou de monde, etc., ça va remettre en question nos identités. C'est pour ça que les jeunes ont peur. C'est pour ça qu'on parle de transphobie, homophobie. C'est parce que vous avez peur, parce que vous allez découvrir sur vous-même en vous intéressant à ces sujets-là. Bon courage. Alors, moi, j'ai envie de faire une réponse super longue, mais je vais essayer de la contraindre un petit peu. Par rapport au choix, je trouve que déjà c'est super intéressant pour soi-même de commencer à déconstruire la manière dont on a été éduqué et de se rendre compte en fait de qu'est-ce qu'on nous a inculqué à cause de notre genre comme stéréotype et de qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre route. Et en fait, il y a un peu un côté d'éperon personnel d'apprendre aussi à se découvrir en tant que tel et de pouvoir sortir du cadre, sortir de la classe dans laquelle on nous a confinés. Qui est donc super intéressant mais qui requiert effectivement du courage. C'est un chemin très chouette à prendre. Et puis dans la posture plus scientifique, peut-être se rappeler que de nouveau le langage, c'est vraiment tous les jours, tout le temps avec nous, ça véhicule plein de représentations. Et donc, lorsqu'on veut avoir une pratique un peu plus inclusive, que ce soit personnelle ou professionnelle, c'est un super moyen d'entrer un peu là-dedans et de diversifier les représentations. C'est pas le seul, mais ça peut y contribuer. Et du coup, peut-être plus en m'adressant aux médias, c'est vraiment un bon véhicule pour tout ça. Et puis, j'aimerais juste encore mentionner l'exemple de Suisse Info en Express, qui a mis en place une politique de tolérance zéro du masculin générique et qui a été récompensée par le prix de l'impact social en 2023. Et Madame Vakawane est présente ici pour peut-être en parler un peu plus au détail avec lui d'ici, ça nous intéresse. On a juste le temps d'une seule question, et puis après, en fait, l'échange pourra se poursuivre informellement, si c'est OK. Est-ce qu'une seule personne a une seule question? Oui. C'est ça, derrière. Okay. Et en fait, on peut les applaudir déjà. Ma question, ça va peut-être plus à Léon, mais j'invite aussi ses collègues à répondre si nécessaire. Je suis écrivain public, spécialisé en rédaction inclusive. Et quelque chose que je remarque très souvent, c'est que la question de l'inclusion est souvent portée par les minorités, que ce soit les femmes, les personnes non-binaires, les scores des personnes transgenres, etc., etc. Et il y a quand même quelque chose, moi, que je me questionne beaucoup, c'est j'ai pas envie de convaincre des personnes qui sont déjà touchées par ces questions-là. Le plus dur, c'est d'aller toucher des personnes qui ont des réticences, alors plus ou moins fortes. Et j'aimerais bien savoir comment, en fait, on parvient à, je dirais pas brider cette réticence, mais en tout cas à créer une petite faille dans laquelle on peut s'y engouffrer. Alors, je vous suis absolument là-dessus, c'est que, par exemple, quand je fais des conférences dans une université aux étudiantes en lettres,
Quand je fais ma conférence, c'est facile parce qu'en fait, tout le monde est d'accord. Donc, c'est moins intéressant pour moi. Mais là, dernièrement, je suis allé faire une conférence chez KFC France. Les employés étaient obligés d'être là. Et j'ai parlé à ces 500 personnes qui avaient aucune envie d'être là. Et en fait, justement, pour moi, c'était super. Moi, j'adore ce genre de truc. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que au début, dans la conférence, ils sont pas au courant que je suis en autre transe. Donc, je commence la conférence où j'explique le genre, etc. On fait chier avec ce genre encore, nanana. Et dans le bout, il y a des photos de moi, de mon évolution. Et c'est là que je sens que la brèche, elle se crée. C'est qu'en fait, comme j'ai dit avant, il y a ce truc de, ah, mais en fait, c'est lui, il a vécu ça. Je suis touché par ça. Je vais m'intéresser. Et dans le bout, il n'y a plus aucun bruit. Maintenant, le problème, c'est que, du coup, le poids, il repose sur les gens qui vivent ces transitions ou la minorité de genre, etc. Et en fait, des fois, moi, j'ai pas envie d'éduquer tout le monde. C'est pour ça que moi, je crée, et pour me protéger, je crée des cloisons. Là, je suis devant vous, je parle de ça. Mais dans ma vie privée, j'en parle jamais. Sur les réseaux, je parle de ça. J'essaie de vraiment compartimentaliser ma vie, parce que sinon c'est impossible. Et en théorie, ça devrait pas être le rôle des personnes concernées d'éduquer. Mais en pratique, c'est le cas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont pas concernés, ils s'en foutent. Et juste brièvement, on parlait de courage tout à l'heure. Je pense que c'est aussi du courage que d'être ouvert au débat, même avec les personnes qui sont pas du tout d'accord avec nous. Ça demande beaucoup d'énergie, mais je pense que ça passe par là. Enfin, pas forcément des points, mais juste d'exposer les faits, les chiffres, les points de vue, et juste les laisser réfléchir, même si sur le moment elles sont hyper réfractaires et ils veulent rien entendre. Et derrière, ça fait quand même un petit bout de chemin. Et puis ça contribue aussi à ouvrir les esprits, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment pas qu'on soit fermé au dialogue, quelle que soit la personne en face de nous, même si des fois c'est très difficile et voilà. Mais c'est super important et c'est comme ça qu'on arrivera à ouvrir les esprits, je pense. Moi, je suis pas 100% d'accord avec ça, parce qu'il y a des fois où je peux pas. Par exemple, moi, je sens tout de suite la personne en face. Si je sens que la personne en face, elle est juste là parce qu'elle veut débattre sur mon droit d'exister, ma flemme, en fait. Parce que je suis pas là pour débattre si j'ai le droit d'exister ou pas, je suis devant toi. Et donc, vraiment, c'est une question de posture de l'autre. Ma posture, j'ai l'arrogance de dire qu'elle est bonne, et la posture de l'en face, elle est pas toujours bonne. Et quand la posture, je sens qu'elle est juste là pour me descendre, en fait, je vais pas perdre de l'énergie à éduquer quelqu'un, alors qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont juste pas éduquées et qui ont envie de bien faire, auxquelles j'ai envie de donner cette énergie-là. Mais il y a des gens que, en fait, je suis pas marrant dedans. En fait, je te rejoins plus jamais en termes niveau, n'est-ce pas? Non, j'allais dire justement, utiliser les faits et justement les arguments scientifiques, ça permet aussi de se protéger et de mettre un peu à distance les choses, même si c'est compliqué quand on est soi-même concerné. Et en fait, j'allais justement te rejoindre en disant, il y a aussi une posture un peu comme dans la prévention, promotion de la santé, où on va dire aux gens, bah voilà, typiquement de pas consommer trop d'alcool, on pourra pas convaincre tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas être convaincues, et au bout d'un moment, je pense, pour se protéger soi, il faut aussi savoir quand ça sert à rien de forcer plus et puis je tombe à s'exposer inutilement à des violences. Merci Mélissa, Léon et Lucie pour cet attablement qui a été 8 ans de plan, on va dire 90% improvisé, n'est-ce pas? Super. Et merci à vous aussi pour votre attention. Merci beaucoup à tous les quatre.